Justement, peut-être que nous pourrions partager ensemble votre connaissance des végétaux. On va peut-être un petit peu parler des arbres pour que ce soit un peu plus visible. En même temps, c'est le végétal qui est, je dirais, peut-être le plus menacé à l'heure actuelle. Celui qui a besoin de plus de temps pour pouvoir se développer et être ce qu'il est. Comment est-ce que un arbre se constitue? De quoi est-il fait en réalité? Que nous, bon, pour la plupart des gens, lorsqu'on voit un arbre, je pense qu'on s'imagine que c'est du bois et des feuilles tout simplement, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de... S'il s'agit uniquement d'énumérer les matières qu'il y a dedans, eh bien, si vous retirez tout le bois et toutes les feuilles, Oui. il ne reste plus grand-chose. Hein. Oui. Et de quoi il y a sont des tissus constitués? vivants. Le Oui. bois est mort, n'est-ce pas? Oui. Alors, au tissu vivant, il y a les feuilles, puis il y a tout le système circulatoire qui fonctionne à l'intérieur dans les deux sens. Et puis il y a un truc essentiel et peu connu qui s'appelle les méristèmes, Oui. qui sont des groupes de cellules souches aux extrémités des racines et aux extrémités des branches. D'accord. Ben voilà, on a fait le tour. D'accord. Comment fait-il au préalable pour se construire? C'est-à-dire de quoi est-il construit? Parce que quand on voit la masse d'un arbre, en l'occurrence, bon, quand on voit certains chênes, rien qu'en France, même s'il y a des arbres frugaux, on se demande d'où provient toute cette matière. C'est une bonne question à se poser, ça. Je la pose souvent à mes voisins, Oui. même dans Oui. l'endroit où j'habite. Là. La plupart des gens me disent, mais ça sort du sol. Oui, c'est le réflexe qu'on pourrait avoir, oui. Oui, je crois bien. Très, vous n'avez qu'à essayer, vous allez voir. Oui, ça oui, sort du sol. Eh ben non, ça ne sort pas du sol. Oui, il y en a un peu qui sort du sol. Il y a les minéraux et un peu d'azote, qui vient sous forme de nitrate, et un peu de phosphore sous forme de phosphate, etc. Mais quantitativement, c'est rien. Oui. La vraie masse de bois, enfin l'arbre tel que vous l'avez sous les yeux, c'est de l'épuration atmosphérique. C'est des polluants atmosphériques rendus visibles par un système d'épuration extraordinairement efficace qu'on appelle la photosynthèse. D'accord, c'est une concentration d'éléments contenus dans l'atmosphère, en quelque sorte. Donc une fois que c'est fait, l'atmosphère est meilleure qu'avant, Oui. puisque ça prélève les polluants. D'accord, d'accord. Mais donc pour constituer cette masse, il faut qu'ils en aient absorbé des quantités assez imposantes, parce que quand l'air c'est impalpable en quelque sorte, et la concentration n'est pas la même. Et je suppose que ça doit représenter je ne sais pas, en volume ou en poids, ça doit représenter des quantités assez phénoménales. Ben, c'est surtout quelque part. Il ne faut pas imaginer que ça va vite. Oui. Un grand arbre, c'est 1 millier d'années. Ouais. Alors il fait tout ça, mais il le fait à sa vitesse. À son rythme. Est-ce qu'il y a une grande différence au niveau biologique entre les arbres et les êtres humains que nous sommes? En apparence, on a l'impression que nous sommes vraiment totalement dissociés, qu'il y a quelque chose... complètement différent. Oui, il y a complètement différent. Alors effectivement, il y a des différences qui nous sautent aux yeux très facilement, mais il y a aussi d'extraordinaires ressemblances. Le fait qu'on soit fait, les plantes et nous, de cellules côte à côte, c'est déjà la preuve que nous sommes parents. Oui. Nous descendons forcément d'un ancêtre commun. Oui, formation de tissus, en quelque sorte. Oui, un tissu fait de cellules. Oui. Et puis les cellules, bon, elles sont un peu différentes, mais il y a tout de même pas mal de choses en commun entre une cellule d'une plante et ma cellule à moi. Oui. La division cellulaire, la multiplication des cellules, ce qu'on appelle la mitose, c'est exactement la même chose dans une plante et dans nos organismes à nous. D'accord. La division cellulaire particulière qui est liée à la sexualité, ce qu'on appelle la méiose, exactement pareil dans une fleur et dans mes organes sexuels à moi. Donc, attendez, plus largement, ce qu'on appelle le code génétique, c'est-à-dire le lien entre les gènes et ce qu'on voit, les protéines qui nous constituent. L'expression des gènes c'est pareil. D'accord. Non, c'est pour ça que
c'est fondamental, ces choses en commun entre les plantes et l'animal. Il y a des différences, bien sûr. Oui. Est-ce que, nous pensons tous, plus ou moins, en tout cas c'est ce qu'on apprend assez jeune, que l'homme est, je dirais, l'être vivant supérieur. Est-ce que cette supériorité est vraiment évidente lorsque vous étudiez les plantes en profondeur, l'arbre en l'occurrence, puisqu'on parle de ça? Est-ce que cette supériorité vous semble évidente? Non, bien sûr. Mais tout dépend de ce qu'on appelle supériorité. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot? Je voudrais mettre en évidence surtout la capacité à se maintenir en vie dans le milieu dans lequel on existe. Lorsqu'on regarde l'être humain, il n'a pas de vêtements à la naissance, donc il est tout nu, il a froid dès qu'il y a un coup de vent, il attrape relativement facilement des infections de toute nature. Pour marcher, s'il marche sur des pierres, il se coupe les pieds, etc. etc., etc. S'il s'agit de s'adapter à son environnement, les plantes sont évidemment très largement en avant de nous. Oui. Beaucoup plus douées que nous. Oui. Est-ce que les arbres, au niveau fonctionnel, possèdent des organes, par exemple? Nous, on est constitué d'organes, on est constitué de pas mal de choses. Est-ce que les arbres possèdent... Ils ont des organes, en effet. Oui. Attendez, la comparaison est intéressante, parce que nous, on a beaucoup d'organes, une centaine, je crois, mais chacun de ces organes est unique, ou à la limite, en 2 exemplaires. Oui. Tandis que les arbres ont très peu d'organes, tiges, racines, feuilles, c'est tout. Oui. Mais par contre, chacun de ces organes est en nombre illimité, ça peut atteindre le milliard. Donc c'est très différent. D'accord. Les capacités fonctionnelles sont, elles aussi, peut-être plus importantes. Qu'on soit une plante... Avec 3 organes, ils font ce que nous, on fait avec, pour faire l'analogie un peu. Mais... Les problèmes sont les mêmes. Oui. Hein. Qu'on soit une plante ou un animal ou un être humain, dès l'instant qu'on vit sur cette planète, on doit résoudre les mêmes problèmes. Oui. Trouver de quoi manger, pas se faire manger, pouvoir se reproduire et évoluer, mais ça c'est sur le long terme. Et ça c'est pareil, les problèmes sont les mêmes. Bien sûr. Par contre, les solutions apportées ne sont pas les mêmes, c'est ça qui est connu. D'accord. On pourrait dire que l'arbre étant depuis plus longtemps sur la Terre, il a pu développer des procédés plus adaptés que l'être humain qui est sur la Terre un peu plus... On est très très récent. Ouais. On est en train de découvrir notre environnement et on n'est pas très rapide à le faire. L'arbre, lui, c'est vrai qu'il y avait des arbres déjà au Dévonien, donc 350 millions d'années. C'est pas du tout pareil. Ils sont beaucoup plus anciens que nous. Il y a un autre point qui mérite d'être comparé, c'est la biomasse. Oui. 99% de la biomasse, c'est les plantes. Oui, ça représente la... Qu'est-ce qui nous reste à nous? Rien. C'est exact. D'ailleurs, je crois que, enfin, vous pourrez peut-être le confirmer, j'ai l'impression que par rapport à la vie sur Terre, les plantes ont une capacité de vie qui, en quelque sorte, leur procure des possibilités qui sont supérieures aux nôtres parce qu'ils sont autonomes, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas besoin de nous pour vivre. Par contre, ce n'est pas notre cas. Ouais. Nous avons absolument besoin et des végétaux et des animaux pour pouvoir exister. Est-ce que c'est pas parfois un petit peu terrible de penser que ceux qui nous côtoient, qui nous entourent, soient les plus handicapés par les derniers arrivés sur Terre? Parce qu'en fait, hormis l'homme, il n'y a personne d'autre qui intervient dans le cycle naturel de la vie et qui est préjudiciable. Nous sommes les pires ennemis des plantes. Oui. Et des animaux aussi en même temps, on peut le dire, peut-être, non? Oui, mais les animaux, on a une espèce de tendresse. Un enfant, par exemple, il se retrouve directement dans un animal. Donc il aura un intérêt immédiat, pas la peine de lui apprendre à s'intéresser à un animal. Il s'y intéresse spontanément. Par contre, il ne s'intéresse pas à une plante parce que c'est complètement différent de nous. Donc il n'y comprend rien, ça ne bouge pas, ça ne fait pas de bruit. Donc pour lui, c'est même pas vivant. À part peut-être pour se mettre à l'ombre du soleil et ressentir la fraîcheur que... Mais vous avez raison de le faire remarquer. On s'en aperçoit assez rapidement quand même.
Mais les plantes n'ont pas besoin de nous. Si on disparaissait de cette planète, je crois qu'elles s'en réjouiraient profondément. Oui, oui. Comme vous l'avez montré dans le film, là, que vous avez fait avec Luc Jacquet, il suffirait environ de 700 à 1000 années pour que les forêts de la Terre puissent reprendre un aspect... elles redeviendraient primaires. Voilà. C'est nous qui les avons empêchés d'être primaires. Oui. Dans le temps, ça ne représente pas une grande période de temps, 700 à 1000 ans. Non. Par rapport à nous, évidemment. Vu les époques géologiques, c'est 3 fois rien. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va essayer de le faire. Oui, vous m'avez parlé d'un projet qui est très intéressant. Là. Oui. Projet de restauration d'une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Je suis très attaché à ce projet. Oui. C'est vrai que c'est quelque chose qui serait vraiment merveilleux de pouvoir 1000 ans. installer... Même pas 1000 ans, parce qu'on ne repartira pas d'un seul nu. Bon, disons 800 ans. C'est plus long que la vie humaine. Donc ça paraît, pour un politicien, c'est complètement absurde. Oui. Mais qu'est-ce que c'est au regard des aires géologiques? Bien sûr. C'est un clin d'œil. Bien sûr, oui. Et puis justement parce que c'est un petit peu long, il importe de commencer le plus vite possible. Oui. Vous m'avez dit dans quelle région est-ce que ce serait judicieux on aimerait que ça soit, que la zone pressentie soit à cheval sur plusieurs pays d'Europe. Oui. Par exemple, Belgique, Luxembourg, Allemagne, France et Suisse. Ça serait super. D'accord, chacun des pays serait totalement impliqué. Ça serait très bien, oui. En même temps, c'est vrai que sur le plan, je vais dire, pédagogique, ça permettrait à beaucoup d'élèves et de jeunes en général, bon, de moins jeunes aussi, mais de pouvoir approcher quelque chose de très très particulier, quelque chose qu'on ne peut pas trouver... Non, vous avez raison. Seulement dites-leur d'être patient, parce que ça va commencer dans 400 ans. Mais le fait d'être impliqué dans un projet comme ça, quelque part, si vous voulez, ça nous rapproche forcément des plantes, parce que du coup, on se sent solidaire, on se sent ensemble. On a quelque chose, et on a une affection qui se libère naturellement. Je trouve à la réflexion qu'il y a quelque chose d'un peu subversif dans notre projet. Oui. Parce qu'on est sous la tyrannie du vite fait, des médias, des écrans, des trucs comme ça. Il faut que ça tourne. Les gens n'ont plus le temps de regarder, ni même de réfléchir. Oui. Ce qui est subversif, c'est un projet qui est si long, justement. Oui, sur le long terme. Oui, c'est vrai. Et je m'aperçois que ça intéresse les gens. Oui, mais je pense que la majorité des gens sont sensibles. Sensibles à... Ah oui, absolument. Oui. Dans la réalité, pour eux, évidemment, ils ne savent pas comment s'y impliquer, mais je crois que le fait même de savoir... En supportant le projet, ça... Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Le fait simplement je dirais, d'être d'accord et de pénétrer au moins en esprit et en cœur ce projet, c'est quelque chose qui fait du bien. Qui fait du bien, voilà, et qui, quelque part, qui vous transforme aussi, parce que la société, comme vous le dites, a tendance à aller très vite, mais en allant très vite, elle ravage un petit peu les choses qui, elles, prennent du temps. En l'occurrence, les choses compliquées, si on les présente trop vite, on les comprend pas. Voilà, on les comprend pas, exactement, oui. Et puis, les dégâts qui sont produits au niveau des forêts, puisque il y a beaucoup de forêts qui ont disparu maintenant de la surface de la Terre, ces dégâts mettront tellement de temps pour être comblés, s'ils le sont d'ailleurs, parce que c'est pas forcé qu'ils soient rattrapés. C'est irréversible. Voilà, il faut faire quelque chose assez rapidement. Je voudrais, si vous permettez, revenir sur les caractéristiques des plantes, mais des arbres en particulier. Vous avez parlé en l'occurrence des méristèmes tout à l'heure, donc de ces foyers de cellules souches un peu qui peuvent produire toutes les parties de la plante. C'est quelque chose un petit peu de merveilleux par rapport à ce que nous avons, qui n'est pas aussi, je veux dire, pas aussi développé. En tout cas, pas de cette manière. On n'a pas besoin, non, parce que de toute façon, on vit très peu de temps. Oui, on vit beaucoup moins longtemps. Mais en attendant, les biologistes, les médecins aimeraient bien pouvoir trouver des capacités semblables pour réparer le corps humain. Parce que, on souhaite bonne chance. Oui. C'est pas dans la poche. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques qui sont particulières, qui permettent de comprendre à quel point les arbres et les plantes en général possèdent un nombre de fonctions qui est peut-être, je dirais, presque plus étendu que celle que nous avons dans notre corps qui nous semble si parfait? Bon, d'abord, moi, il ne m'a jamais semblé parfait. Enfin, je ne suis pas médecin non plus. Alors,
elles ont, ces plantes, toutes les fonctions qu'a un être humain. Toutes, sans exception. Et elle en a même en plus que l'être humain n'a pas. Oui. Par exemple, je donne un exemple, cette possibilité qu'ont les arbres de sentir l'arrivée d'un séisme. Oui. C'est les Japonais qui nous ont appris ça. Il n'y a pas un être humain qui est capable de dire, tiens, ben, il y a un séisme qui est en train d'arriver. Ça serait bien, mais on ne peut pas, on ne le sait pas. Oui. On n'a pas cette sensibilité-là. Les arbres ressentent les catastrophes un petit peu avant qu'elles n'arrivent. Peut-être pas toutes les catastrophes, mais en tout cas, les Japonais nous disent que le système racinaire d'un arbre, c'est comme une antenne gigantesque qui est au courant de tout ce qui se passe dans le sol. Oui. Quand l'arrivée d'un séisme, ça arrive par le sol. D'accord. Ils sont au courant bien avant nous. D'accord. Donc, par un système, je dirais, d'électrodes, peut-être, on pourrait arriver à... Ah ben les Japonais ont mis ça au point, effectivement. D'accord. C'est très simple d'équiper un arbre pour qu'il vous dise si on est à l'abri des séismes ou pas. Donc ça sous-entend que tous les pays qui sont, je dirais, assez pauvres peuvent se permettre d'avoir des appareils de prévention. Non, c'est tout de même pas très coûteux. Et l'installation, elle est très simple. Est-ce que les arbres ont aussi la sensibilité des luminaisons, en l'occurrence? Est-ce qu'ils ressentent ces passages de la lumière? Ça a une activité sur, je veux dire, leur croissance, à quelque chose de... Pas directement sur leur croissance. Je vous explique ça. C'est des travaux qui viennent de Suisse. C'est l'Institut de foresterie de Zurich, en Suisse. Mon collègue Zurcher, il nous dit qu'un arbre est sensible à l'attraction lunaire. Nous aussi, remarquez. Simplement, comme on n'est pas très gros, c'est difficile de mesurer ça sur l'être humain. Tandis qu'un très grand arbre, on met un capteur autour de son tronc, et quand il y a une variation du diamètre du tronc, ben, on le sait. D'accord. Alors, quand la Lune tire, l'arbre est un peu plus étroit, et quand la Lune ne tire pas, il est un peu plus gros. Donc, on connaît toutes ces variations, et c'est exactement synchrone avec un annuaire des marées. Donc, on sait maintenant que la marée se fait sentir dans un arbre. C'est particulier parce que je m'aperçois que finalement, les scientifiques, je vais dire le mot scientifique pour ne pas cibler une catégorie particulière évidemment, mais se rendent compte de certaines choses que des populations anciennes avaient déjà pressenties d'une manière différente. Empirique, parce que bon, il y a quand même assez longtemps que ces choses ont été observées. Mais la grande époque de cette histoire des relations entre la Lune et les arbres, c'est les Arabes dans le sud de l'Espagne. C'est le califat de Grenade et de Cordoue. C'est là qu'il y a eu une explosion scientifique absolument admirable. En fait, ça date de là. D'accord. Seulement, c'était empirique. Oui, bien sûr. Et dans notre société... Ça ne fait pas scientifique quand c'est comme ça. Non, c'est pour ça que ça a été abandonné. Oui, je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça que, un petit peu au début de notre entretien, je vous ai parlé de cet aspect poétique des choses et en même temps du blocage que formaient les mots pour observer les choses. Parce que quand on n'a pas de définition au départ, on peut tout de suite pressentir des choses qu'on pourra définir ensuite si on veut. Mais si on part avec des définitions, c'est un petit peu comme à l'époque où les explorateurs sont allés en Afrique, ont vu des populations d'individus noirs et ne pouvaient les classer comme êtres humains. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des définitions qui ne le leur permettaient pas. Et évidemment, ça a entraîné, ça a eu des conséquences qui ont été terribles pendant très longtemps. Je pense qu'on a besoin de définition, mais je crois de toute évidence qu'il vaut mieux observer d'abord et définir après. Oui, certainement, oui. Les définitions, je pense qu'effectivement, elles sont intéressantes pour pouvoir apprendre, en tout cas, pour pouvoir placer des choses de manière, je vais dire, un petit peu solide, comme des éléments de base de fondation. Mais le fait d'observer n'est pas en soi un phénomène de définition. C'est une observation, c'est juste une observation. Et donc... peut-être commencer par l'observation, d'abord pour... C'est évident. On commence par définir. Quand j'ai donné à mes amis africains la définition des arbres telle qu'on l'a en Europe, dans les écoles forestières, ils étaient tordus de rire. Il faut avoir 7 mètres
À 7 mètres, on est censé être un arbre. D'accord. On dit 7 mètres. Mais c'est pour un arbre, ça. Les gars, il fallait au moins 25 ou 30 mètres, sinon ça, c'est pas la peine. C'est ce qu'il appelle un kéké, c'est-à-dire un... Pas sérieux.